Une fois franchi la barrière de corail, le plus difficile reste à faire. Sitôt le rivage atteint, commence le domaine de la plus ancienne forêt pluviale de la planète. Depuis 15 millions d'années, elle est aux prises avec les forces primitives de la création. Rares sont les humains autorisés à partager le séjour des grands arbres. Impossible ou presque d'avancer. Bornéo et sa forêt résistent aux premiers explorateurs, réduits à cartographier les pourtours de la troisième île du monde. Le centre de la carte est en blanc. Sur 736 000 km², une superficie supérieure à celle de la France, de la Suisse, des Pays-Bas et de la Belgique réunis, l'intérieur de Bornéo, 3 siècles durant, tient du continent inconnu. La forêt estompe tout. Elle tamise la lumière et dissimule ses chausses-trappes. Sans cesse, le sol se dérobe sous les pas. Progresser ici, c'est se heurter aux lianes, se déchirer au piquant, s'égarer dans les fougères géantes ou partir en glissade sur les feuilles humides. C'est 20 fois chuter et 20 fois s'épuiser à repartir. La forêt ne se prête qu'aux siens, à ceux qui, comme les Dayaks, ont appris à en faire leur jardin, à accompagner le rythme de ses floraisons. Quelques hectares de cette forêt équatoriale contiennent plus de variétés d'arbres que l'Europe tout entière. Quand les premiers naturalistes découvrent cette diversité, ils sont stupéfaits. Ils répertorient plus de 5000 plantes à fleurs, dont quelques 1200 espèces d'orchidées différentes. Asile du vivant, la forêt abrite scolopendres, mille-pattes géants, caméléons, lémuriens volants et tous les autres. Ces myriades de présences invisibles dont les stridences, les cris, les sifflements orchestrent la chorale des grands arbres. Dans les années 1850, le naturaliste Alfred Russel Wallace rencontre à Bornéo un primate avec un drôle de nez et des mains d'hominidés. Selon Wallace, un tel primate confirmerait cette théorie de l'origine des espèces, dont avec Charles Darwin, il est l'un des pères fondateurs. C'est bien trop d'honneur pour le nasique de Bornéo. Au reste, Alfred Russel Wallace n'a jamais pu vraiment les approcher. Les nasiques jouent la discrétion, évitant les rencontres avec les individus d'un autre type. Et depuis des millénaires et bien plus encore, la forêt complice préserve leur incognito. Le domaine des nasiques se limite pour l'essentiel aux rivages et aux forêts littorales. Moins de 10 000 nasiques y survivraient. 15 réserves leur sont dévolues, dont 5 pour le seul état de Sabah, au nord-est de l'île. 2000 nasiques s'y répartiraient sur 75 000 km², formant la plus forte concentration en nasiques de tout Bornéo. Aux limites de la mer et de la terre ferme, la mangrove est un de leurs terrains favoris. Mais pour gagner les palétuviers, les nasiques préfèrent attendre le reflux des eaux. La marée haute, elle, favorise les embuscades des crocodiles, leur ennemi numéro 1. Dans cet univers entre terre et mer, les apports des rivières et des eaux de ruissellement viennent se combiner à ceux des marées. Double apport en sels minéraux qui, transmis au palétuvier par les racines, remonte ensuite jusqu'au feuillage. Tout bénéfice pour les nasiques qui s'en nourrissent. Chaque aube offre la lumière d'un premier matin du monde. Le temps semble aboli, et les nasiques prennent tout leur temps. À l'exception des plus jeunes, des plus turbulents, les autres, eux, attendent le premier rayon du soleil pour passer à l'action. Identifiable à son gros nez,
c'est le pater familias d'une très nombreuse famille. Il règne sur un harem de 8 femelles en moyenne, soit avec les petits, une famille d'une bonne douzaine et demie d'individus. Avec les orang-outans, ce sont les plus grands singes de Bornéo. Taille moyenne d'un mâle adulte, queue non inclus, 80 cm de long pour quelques 22 kg. Plus petit gabarit, les femelles en pèsent moitié moins. Le premier soleil se lève à 6 heures précises pour disparaître 12 heures plus tard. À 5 degrés de l'équateur, entre le jour et la nuit, c'est moitié-moitié en toute saison. Eux, c'est selon la marée. Aujourd'hui, les macaques sont de celles du matin. Elles découvrent de vastes étendues où séjournent crabes, crevettes et des délices de minuscules crustacés dissimulés sous les rochers. Difficile de les surprendre. Sitôt un macaque en vue, sauf qui peut. Les crabes violonistes donnent l'alerte. Avec leurs yeux au bout de leurs pédoncules oculaires, les crabes violonistes voient venir. Pour les surprendre, la légende raconte comment le rusé macaque laisse pendre sa queue dans l'eau en attendant que le crabe morde. Le soleil levé depuis une bonne heure, les nasiques gagnent les étages supérieurs, là où les feuilles sont les plus tendres. 40 à 60 mètres au-dessus du sol, hors d'atteinte des prédateurs, c'est ici leur royaume. Ils n'en finissent pas de l'arpenter. Pour satisfaire leurs appétits, il leur faut sans cesse partir ailleurs en quête des rares feuillages qui conviennent à leur régime alimentaire. L'occasion, même pour les plus bedonnants, de révéler d'authentiques talents d'acrobates. Les yeux situés de part et d'autre du visage les font bénéficier d'une vision stéréoscopique. Elle permet d'apprécier exactement les distances, indispensables pour une bonne réception et pour échapper à leurs ennemis. Pour les varans, pour les serpents, les petits nasiques constituent des proies de choix. Véritable préhistoire vivante, c'est l'un des derniers rescapés de l'ordre des sauriens. Ici, on le surnomme le crocodile de la terre. Ailleurs, on le qualifie de dragon. À l'occasion, ce charognard apprécie la chair fraîche, tout particulièrement celle des jeunes nasiques. Rien en vue. La voie est libre. À leur tour, ils vont pouvoir s'engager dans la mangrove et gagner les palétuviers. Tout déplacement répond aux mêmes préséances protocolaires. Les femelles et les petits d'abord. Les mâles forment l'arrière-garde et ne rejoignent le groupe qu'après.
Les nouveau-nés y compris, où qu'ils se rendent, le clan se déplace toujours au grand complet. Que la mère se lance dans le vide pour se réceptionner sur une branche ou qu'elle traverse un cours d'eau, son petit, stoïque en toutes circonstances, se déplace avec elle, agrippé à son ventre. C'est maintenant le tour des jeunes mâles du groupe. Ils se distinguent par un nez encore modèle réduit. Bientôt 2 ans d'âge, ils s'apprêtent sous peu à former une bande de jeunes célibataires en attendant la maturité qui les verra créer leur propre harem. Les gros nez sont l'apanage des seuls mâles adultes. De leur naissance à leur mort, ils n'en finissent jamais de pousser. Faute de cloison nasale au milieu, le nez grandit tout en s'affaissant. Il croît en même temps qu'il décroît. Au terme de leur vie, ils chutent au-delà même du menton, obligeant les vieux nasiques à l'écarter pour s'alimenter. S'ils dévorent, c'est avec discernement. Ils épargnent les jeunes pousses, les bourgeons, les floraisons nouvelles. Premiers jardiniers de la forêt, ils savent de longue date l'aménager. En lui laissant les moyens de se renouveler, ils assurent ainsi leur futur repas. Dans le monde des mangroves, le sol constitué de vases visqueuses sans cesse se dérobe. Les palétuviers y remédient grâce aux appuis de leurs racines rayonnantes. Elles entrent et sortent de la vase, multipliant les points d'ancrage. Le système a fait ses preuves. Seule la puissance des cyclones peut en venir à bout. Dans l'impossibilité de pouvoir respirer dans la vase trop compacte, les racines développent ces organes verticaux, les pneumatophores. Ils mettent en contact les tissus vivants de l'arbre avec l'atmosphère. Grâce à eux, les palétuviers respirent. En fixant la vase, les racines ont stabilisé le sol de la mangrove, permettant à toute une faune de poissons, de coquillages, de crustacés de s'y installer. Les crabes hucas, les crabes violonistes, profitent de la marée basse pour proclamer leur amour en jouant de la pince. C'est leur façon de séduire, de se montrer et de se mettre au diapason de celle-là qui, message reçu, partagera pince contre pince votre émoi amoureux. L'eau douce est leur nourriture. Riche de substances nutritives produites par la décomposition des feuilles mortes, elle propose un véritable bouillon de protéines et de micro-organismes dont ils tirent leur énergie. Celui-ci, éternel locataire, passe sa croissance entre 2 déménagements. Faute de sécréter sa propre coquille, le Bernard l'ermite emprunte celle des autres, pour en changer chaque fois qu'il se sent à l'étroit. Son abdomen mou est son talon d'Achille. L'absence de cuirasse pour le protéger oblige le Bernard l'ermite à endosser celle des autres. Facile. Son abdomen asymétrique lui permet de se lever dans la spirale de la coquille et d'en épouser parfaitement la forme. S'évanouir est sa technique pour survivre. Incapable de voler, le phasme s'expose à tous les insectivores de la forêt. Il leur échappe en misant sur son phytomimétisme, pratique où excelle le criquet. Il imite les branches, les feuilles, épousant à la fois les couleurs et les formes de son milieu. Immobile, sa présence devient insoupçonnable, à peine si d'imperceptibles points sombres révèlent son regard.
Ces piquants redoutables ne sont que la face visible de l'arsenal élaboré par la forêt équatoriale contre ses agresseurs. Les feuilles, même des palétuviers, dégagent des substances toxiques. Seuls les nasiques sont capables de les ingurgiter. Comme de nombreux ruminants, les nasiques possèdent un estomac à 3 poches. 2 renferment des bactéries. Leur rôle est triple. Elles décomposent la cellulose des feuilles, la convertissent en glucose, tout en annihilant les effets des poisons sécrétés par la plante. Leurs bactéries sont à la merci d'antibiotiques sécrétés à l'état naturel par d'autres plantes. Les nasiques ont appris à les éviter. De génération en génération, ils se transmettent une forme de préscience, un savoir-faire empirique grâce auquel ils épargnent les réserves bactérielles indispensables à leur bonne digestion. Si la mangrove les nourrit, leur vrai paradis est là-haut. Pythons ou panthères, impossible pour leurs prédateurs de venir les y chercher. Loin du fouillis végétal des étages inférieurs, ici, ils donnent libre cours à leur vitalité. D'arbre en arbre, ils s'inventent ces voies que nul d'autre qu'eux n'explorera jamais. Eux, ce sont de proches cousins. Les semnopithèques appartiennent aussi à la famille des colobidés, les singes mangeurs de feuilles. Et comme les nasiques, ils possèdent un estomac à 3 poches. À l'occasion, on peut les surprendre, en torse à leur régime, essayant de butiner les crustacés dissimulés sous les pierres. Retenues dans la vase, les graines des palétuviers sont très recherchées. Elles atteignent sur la plante mère un stade de développement avancé afin de prendre racine dès qu'elles touchent le sol, avant d'être emportées par une marée. Ces graines sont en fait de véritables plantules déjà germées, possédant un concentré d'énergie particulièrement apprécié des semnopithèques. Lui, s'il grimpe sur les troncs, c'est d'abord avec l'espoir de trouver sous l'écorce ou au revers d'une feuille l'un de ces insectes dont les macaques sont si friands. Les macaques aiment tout. Insectes, larves, mollusques, fruits de saison ou jeunes bourgeons, ces omnivores apprécient même les écorces où ils puisent un regain de vitamines. Macaques et nasiques s'ignorent mutuellement. S'ils fréquentent les mêmes mangroves, les mêmes frondaisons, c'est chacun de son côté, en fonction de leur nutrition respective. Aux nasiques, les feuillages, aux macaques, tout le reste.
Il est midi, heure solaire. La température est encore montée d'un cran. D'ici peu, elle atteindra les 35 degrés. Même la mer est en surchauffe, incapable dorénavant de prodiguer la fraîcheur à laquelle la terre aspire. Seul un liseré d'écume vient battre en marge du silence qui s'installe. Écrasé de chaleur, Bornéo pétrifié s'enferme dans le silence. Ces roches sédimentaires étaient à l'origine des sables lagunaires. Soumis aux formidables pressions des fosses océaniques, ils devaient se compresser en grès, en quartzite. Sous la poussée des forces telluriques, la roche remontait ensuite en surface pour sortir des eaux. À la périphérie de ces formations, les mangroves devaient servir de première marche aux vivants, ouvrant l'accès à la terre ferme, pour permettre de partir ensuite à la conquête des continents. L'ocypode mène double vie. Il amasse des boulettes de sédiments pour extraire algues microscopiques, bactéries. Repas qu'il complétera ensuite sur la terre ferme, embusqué dans la végétation pour surprendre les mouches passant à portée. Il est à l'image de cet univers ambigu où les créatures semblent hésiter sans cesse entre l'appel de la mer des origines et les agréments de la vie en plein air. Un pied sur la terre ferme, une nageoire dans la mer, ils vivent aussi bien dans l'eau que hors de l'eau. D'une dizaine de centimètres de long, les périophthalmes parfaitement amphibies doublent leur branchie de poisson d'ouverture pour respirer à l'air libre. Ce système respiratoire alternatif, plus leur faculté d'y voir aussi bien immerger qu'émerger, en font des champions de l'adaptation. En cas de danger, ils retournent vers la mer. Mais c'est à terre qu'ils vivent leurs amours. Les petits éclosent dans des nids entonnoirs, à la limite des hautes eaux. Quelques jours après leur naissance, leurs yeux remontent vers le haut, leurs nageoires s'allongent. Le temps alors est venu de sauter à terre. Ils ont échappé à la vigilance maternelle. Alors que les adultes poursuivent leur sieste, les petits nasiques sont sortis du sous-bois. Moment mal choisi. De grandes ascendances d'air chaud montent de la forêt. Les aigles les utilisent pour patrouiller au-dessus des arbres. Ils voient, mais d'ici impossible de les voir. Et les nasiques ont tout à redouter de leur cerf. Ce n'était qu'un mauvais rêve, rien de plus. Pas de quoi écourter une sieste. Je t'épouille, tu m'épouilles, ils s'épouillent. C'est l'heure où les macaques conjuguent à toutes les personnes leur tendresse mutuelle.
C'est l'heure où les parents imaginent que leurs petits font la sieste. Ils ont moins de 6 mois et c'est leur première saison. Ils ignorent encore tout de la forêt qui résonne de la rumeur immense de la pluie. Ils ignorent le fracas des arbres abattus par les bourrasques, celui de la mer qui gronde, annonçant les futurs typhons. Ils vivent la saison où l'on joue dans d'éternelles grandes vacances. Peut-être leur dernière. Moins de 20% des petits macaques atteignent les 3 ans. S'il se nourrit de feuilles, le semnopithèque, à la différence des nasiques, accommode volontiers son menu de fruits, voire même d'une garniture florale. Comme leurs cousins, les entelles, qui jouissent en Inde d'un statut divin, les semnopithèques de Bornéo sont aussi d'essence surnaturelle. La légende rapporte comment, si leurs visages et leurs mains sont comme du velours, si leur dos a la douceur de la soie, c'est parce qu'ils sont les réincarnations des premiers princes de Bornéo, ceux qui hantent la mémoire de ces forêts. Deux heures de l'après-midi. Sitôt la sieste achevée, ils entament le second repas de la journée. Leur corpulence les voit ingurgiter un volume de feuilles proportionnel. Quand les macaques jouent, quand les semnopithèques somnolent, les nasiques, eux, doivent remplir leurs panses, passant la plus grande partie du temps en quête de feuillages adéquats. En perpétuel déplacement, le patriarche, toujours pont dernier, il parcourt chaque jour 2 kilomètres minimum, non compris leur va-et-vient d'un étage de la forêt à l'autre. La petite saison sèche se prolonge. Le climat est bouleversé. Le Niño, le grand courant du Pacifique Sud, fait des siennes. Sur Bornéo, une partie des grands arbres commence à se déplumer. Faute de feuilles à leur goût, la cueillette devient de plus en plus difficile. La forêt entrée en léthargie attend le retour des grandes eaux pour renouveler ses pousses. Le baromètre a encore chuté. Atmosphère électrique. Les nuages rechargent leurs batteries. La marmite équatoriale s'apprête à libérer son trop-plein, les millions de mètres cubes évaporés au cours des mois précédents. La mer grossit, prête à partir à l'assaut de la mangrove. Naufrage annoncé pour les arbres les plus anciens, trop faibles pour résister à un déluge de plus.
La forêt fait eau de toutes parts. Chaque année, Bornéo reçoit plus de 3000 mm d'eau, 6 fois environ les précipitations enregistrées en Europe. En 48 heures, 200 mm sont tombés, la moitié de ce qu'enregistre Paris en une année complète. Régénérée, la forêt s'apprête à retrouver sa vitalité et le goût de l'eau. Nasiques, loutres, macaques, sangliers, tous convergent vers les sources, tandis que la terre enfin humide libère les nuées d'insectes qui y sommeilleient. Boire ou respirer. Pour les vieux nasiques avec un nez qui trempe dans l'eau, il faut choisir. Dans l'eau comme sur la terre ferme, les macaques se sentent partout chez eux. Quand nasiques ou semnopithèques, abonnés à leur régime végétal, consacrent l'essentiel de leur temps à se nourrir et à digérer, les macaques, eux, s'amusent. En jouant, dès leur plus jeune âge, ils créent ces complicités qui cimentent pour la vie durant la cohésion du groupe. Les petits têtent leur mère jusqu'à 1 an et demi. Isolés, ils s'exposent aux attaques foudroyantes de la panthère de Bornéo, la panthère longiporde. Embusquée dans les arbres, elle fonce sur ses victimes droit dessus, dévalant les troncs à la verticale. Face à elle, les adultes sont prêts à jouer les boucliers vivants, plus spécialement les mâles. Pour repousser les assaillants, ils misent sur leur corpulence, s'appuyant le cas échéant sur la présence d'encore bien plus forts qu'eux. À l'exception des rhinocéros devenus d'une extrême rareté, c'est le poids lourd du sous-bois. Avec ses 150 kilos, le sanglier géant de Bornéo fait fuir tout assaillant éventuel. Entre ce sanglier à moustache et les macaques, c'est l'entente cordiale. Le sanglier fournit sa protection. Contrepartie involontaire, les macaques maladroits lui fournissent les fruits qu'il laisse tomber du haut des branches quand il les cueille. Le premier explorateur de la Grande Île, c'est lui. Chaque année, les hardes se réunissent par centaines, par milliers de têtes pour traverser Bornéo de part en part, du nord au sud. Une aubaine pour les peuples de l'intérieur. Embusqués au point de passage, c'était alors l'occasion pour les habitants de l'île, les Dayaks, de faire le plein de viande fraîche. Entre macaques et nasiques, tout semble écrit d'avance, avec avantage aux omnivores sur les seuls mangeurs de feuilles. Plus lents, plus lourds, d'une vivacité moindre, les nasiques attendent toujours le départ des macaques pour prendre possession du terrain. Lui, avec sa collerette blanche, est un nouveau venu. La mainmise des mâles sur leur harem s'exerce essentiellement pendant la période des accouplements. Le reste du temps, ce sont les femelles qui assurent la pérennité du groupe, les mâles passant leur vie à aller de l'un à l'autre. Procréateurs intérimaires, leurs allées et venues assurent un sang nouveau et la diversité génétique de l'espèce. La survie et l'éducation des petits dépendent essentiellement des femelles. Parce qu'elles sont les seules en permanence à être toujours là, elles constituent les noyaux durs de chaque famille. Jusqu'à leur sevrage,
Les petits vivent les premiers mois de leur existence dans une insouciance heureuse. Affranchis de l'impérieuse nécessité de se nourrir, ils consacrent l'essentiel de leur temps à jouer. Avant la reconnaissance de leur futur univers, ils commencent par éprouver leurs forces respectives. À travers leurs joutes, ils se jaugent, ils s'estiment. Ils découvrent l'autre, ils se découvrent eux-mêmes. Les moments de solitude sont l'exception. À travers regards, manifestations sonores, ils restent en contact permanent avec les autres membres du groupe. Seuls, ils n'existent plus. Au-delà de la chaleur d'une mère, le concours des tantes, celui des cousins, le concours de tous est requis. Pour les nasiques comme pour les semnopithèques, ces relations assurent la survie du groupe et l'épanouissement de chacun de ses membres. Les petits semnopithèques naissent avec un pelage orange. Vers leurs 5-6 mois, il virera au noir le plus sombre. Pendant cette période, ils se nourrissent quasi exclusivement du lait maternel. Aussi longtemps que se prolonge ce régime, les fonctions sexuelles de la mère sont bloquées, aux grandes dames des mâles pour qui toute copulation pendant cette période est impossible. Interdit d'accouplement, pour avoir à nouveau les mères à disposition, les mâles n'hésitent pas, si l'occasion s'en présente, à tuer leur propre rejeton. Éloigné du giron maternel, il lui faut vite le réintégrer, au risque de s'exposer aux fièvres meurtrières de son géniteur. Côté nasique, le sevrage des tout-petits est dorénavant en cours. Libérés de leurs obligations, les mères nourricières vont avoir à nouveau loisir de prendre en considération les mâles fraîchement débarqués dans le groupe. Leur nez serait l'argument massif de ces séducteurs. La grosseur du nez permettrait au mâle d'emporter la décision. Théorie de la séduction qui expliquerait, selon certains primatologues, comment au fil des générations, les gros nez avantagés sont devenus la caractéristique dominante des mâles. A contrario, les porteurs de petits nez, faute de femelles avec qui s'accoupler, se retrouveraient mis en quelque sorte au banc de l'évolution et auraient ainsi été éliminés. En découvrant leur profil, les premiers naturalistes hésitent à les classer dans le règne animal. Depuis, leur nez majuscule joue les points d'interrogation. Les primatologues se demandent la raison d'être de tels appendices. Permettrait-il aux nasiques, parlant du nez, cela va de soi, d'amplifier les sons qu'ils émettent? Ou bien servirait-il de tuba pour respirer quand, tête immergée, ils franchissent un cours d'eau? Cap, péninsule, gros concombre avachi ou suprême organe de séduction, le nez des Cyrano de Bornéo nourrit la chronique de ces infinies variantes. Bref, façon Cléopâtre, les nasiques mènent leurs naturalistes par le bout du nez. Deux fois par jour, au rythme des marées, la mangrove change de décor.
C'est l'heure où les crabes violonistes rangent leurs étuis. Celle où les périophthalmes se rebranchent sur leur système respiratoire numéro 1, celui qui, par le biais des branchies, permet de respirer dans l'eau, de respirer sous l'eau. Pendant les marées de fort coefficient, la mer dépasse sa cote habituelle. Les pneumatophores recouverts par le flux, impossible au palétuvier de respirer. La végétation tout entière vit en apnée quand l'atmosphère même semble se liquéfier dans l'air sursaturé d'humidité. La mangrove se transforme alors en un étrange aquarium baigné par un silence très ancien. Une sorte de berceuse des origines dont on percevrait l'écho lointain. Quand les voix de ces créatures encore muettes, seules les musiques des éléments orchestraient les premiers murmures de la terre. Pris au piège de la marée, les nasiques doivent faire avec. Pas question d'attendre le reflux. Leur estomac crie famine. Il leur faut se jeter à l'eau, trouver d'autres palétuviers pour satisfaire leur faim. En apparence, les eaux sont tranquilles. Mais les nasiques le savent, elles sont propices à toutes sortes de rencontres. Le varan lui-même, ici, a tout à craindre. Avec les poissons rasoirs venus des proches massifs de coraux, chaque marée ramène dans la mangrove le plus terrible de ses prédateurs. Les branches les plus basses sont à sa portée. Le crocodile des estuaires est capable de sauter à plus d'1 mètre au-dessus de la surface pour happer une proie. Son approche furtive ajoute au danger qu'il représente. En surface, seules ses narines révèlent sa présence. Une fois sa proie repérée, il s'immobilisera une demi-heure, 3/4 d'heure si nécessaire, sans respirer, attendant qu'elle passe à portée. Les petits nasiques inexpérimentés sont ses victimes désignées. Avant de descendre, la femelle passe de longues minutes à observer soigneusement les eaux alentours. Même par faible profondeur, les crocodiles sont à craindre, capables de se faire invisibles dans moins de 50 cm. Se déplacer en eau profonde est autrement dangereux.
Pas question alors de laisser les petits s'aventurer seuls à travers la mangrove. En apnée, sous le ventre de sa mère, le petit reçoit son baptême de l'eau, retenant son souffle aussi longtemps qu'elle le maintient immergé. Cette fois-ci, sa patience aura été vaine. Le reflux des eaux emporte ses espoirs. Son heure est passée. Les nasiques et tous les autres, les cynopithèques, les macaques, vont pouvoir regagner leur terrain. Ces espaces où éternels locataires, de marée en marée, depuis des milliers et des millions d'années, ils ne font jamais que passer. Il est furieux. Les femelles fuient à son approche, ou pire encore, l'ignorent. Si son nez a tout pour séduire, son charme ne perd plus. Des plus jeunes l'ont supplanté. Aucun remède à sa colère, aucun palliatif à sa douleur. Exclu de son harem, en marge des siens, ses jours dorénavant sont comptés. La page est bien tournée. Dorénavant, elle passe indifférente. Il peut tenter de les rejoindre, en vain. Il ne séduit plus, il n'existe déjà plus. Pour la première fois de son existence, il se retrouve seul. Une fraîcheur nouvelle gagne la mangrove. C'est l'heure où sur les rivages de Bornéo, les macaques répondent à l'appel de la brise du soir. Le matin dernier levé, les nasiques sont les premiers, bien avant le coucher du soleil, à s'inquiéter du lieu où ils passeront la nuit. Chaque soir, il est différent, variant au gré de leur déplacement dans la forêt. L'emplacement rêvé pour une nuit idéale se situe en bout de branche, avec si possible une vue dégagée. Difficile de les y surprendre. Là, qu'un python, qu'une panthère tente de les rejoindre, ils auront toujours le temps de voir venir. Déjà, ils sont ailleurs. Là où chaque soir, ils redeviennent eux-mêmes. Tout là-haut, ils s'apprêtent à recueillir la parole de la forêt. Celle que depuis des nuits immémoriales leur confient les grands arbres. Cette sérénité paisible qu'ils répandent depuis des millénaires dans les songes des hommes de Bornéo.